Mais c'est très grand, c'est vrai que c'est un véritable labyrinthe. Il y a plusieurs dizaines de kilomètres de galeries. Alors ici, les Allemands vont rester 3 ans, octobre 1914 jusqu'au octobre 1917. Les Allemands sont obligés de quitter ce secteur, les Français arrivent, jusqu'à mai 1918. Et les Américains? Les Américains seulement 2 mois, mais 60% des traces. Énorme. Des hommes à l'intérieur, quand on est entre amis, mais des consorts, ce sont des bêtes féroces qui sont dehors. Le temps qui comptait, il était à l'extérieur. Il était à l'extérieur parce que... Combien de temps pensait-il survivre encore aussi? Il y a une mémoire, et une mémoire des murs. On a l'impression véritablement de sentir ces présences. Il n'y a pas de haine, il n'y a aucune haine sur ces murs-là, bien au contraire. C'est plein d'espoir. Si on oublie ce qui s'est passé hier, le demain, on ne le construit pas de la même manière, c'est tout. La guerre de 1914 a duré jusqu'en 1918. Je vous ai mis simplement un nombre ici. Est-ce que, par exemple, Cécile, tu pourrais me le lire? François? 200 000 morts, notamment où nous allons aller, c'est-à-dire crâne, juste sur ce petit coin-là, juste pendant 1 mois. Et on va aller vivre ensemble une journée comme si on était en avril 1917, sans la peur, sans le bruit, sans la faim, sans le risque de mourir à chaque instant. Connaître, c'est comprendre. Comprendre, c'est pouvoir expliquer, puis c'est le début de la tolérance. Bonjour les enfants. Donc je m'appelle Noël Janteur, certains d'entre vous me connaissent peut-être. C'est le maire de Crâne. Tu me connais? Ah, je t'ai déjà vu. Ah, tu m'as déjà vu. C'est bien, c'est bien. Et donc je suis avec vous pour vous raconter un petit peu, nous, ce qu'on nous a retransmis. La chose essentielle, c'est que tout ce qu'on va vous montrer, c'est que c'est pas qu'on dit du virtuel. Vous savez ce que ça veut dire du virtuel? Virtuel, c'est un petit peu du faux. C'est quelque chose qui rentre dans notre vie, qui va rentrer dans votre vie aussi. Vous allez voir, on va vous montrer certaines choses. Il va falloir se concentrer et puis être déjà des grands pour retransmettre ce que vous allez apprendre. Vous voyez? Et c'est ça l'essentiel. Vous n'êtes pas très nombreux, ça va être chouette. On connaît les images traditionnelles de départ, la fleur au fusil. Là, on a des photos, mais on n'a jamais de photos sur les sentiments profonds des gens dans les campagnes. Or, là, on a d'autres documents qui nous montrent que c'est la consternation qui domine. La consternation et la résignation à l'inéluctable. Bon, il faut y aller. Les affiches étaient d'ailleurs prêtes à l'avance, imprimées, et il n'y avait qu'un petit espace laissé en blanc où on allait mettre la date. Elles ont été collées le samedi 1er août et le premier jour de la mobilisation était le lendemain, 2 août. J'ai fait quelquefois ce rêve comme ça, je me promène dans une rue et tout d'un coup il y a une affiche de mobilisation générale et tous mes projets, tout ce que j'ai à faire, tout d'un coup tout ça est cassé, fini, je ne dispose plus de moi-même, je suis embarqué dans un truc qui ne m'intéresse pas mais auquel je ne vais pas pouvoir échapper. On cite toujours cette phrase d'une vieille paysanne bretonne disant, quand elle entend le tocsin, voilà le glas de nos gars qui sonne. Donc c'est bien qu'elle sait qu'à la guerre, on se fait tuer. 1000 morts par jour, en gros, 2000 blessés par jour, et pendant presque 4 années et demie.
La guerre de 14, ce n'est plus le Moyen-Âge, hein. C'est une guerre d'artillerie, c'est une guerre de mitrailleuses, et le feu tue. C'est le bruit, c'est l'odeur, c'est la misère, Enfin, ils étaient même plus des bêtes en réalité. Hein. Ce qui est terrible souvent, c'est qu'on se fait tuer sans avoir vu le moindre ennemi. C'était l'enfer tous les jours. Le moindre geste était infernal et pouvait être mortel. Dire je sais pas, la chose la plus banale, aller uriner ou aller faire son besoin, était peut-être une cause de mort. C'est la première fois qu'on a une guerre vraiment industrielle. Et au bout de 2 mois de guerre, la guerre s'est stabilisée. Les soldats d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire nos ennemis qui étaient les Allemands à l'époque, qui sont nos amis maintenant, et les Français de l'autre côté, ont creusé des tranchées, et donc ça a fixé la guerre. Et là, on est en train de traverser ce qu'on appelait le no man's land, presque. La seule chose vivante qu'il y avait sur cette partie de terre-là, ben, c'était les poilus. Vous savez ce que c'est que les poilus? C'était des soldats. C'est-à-dire, quand ils mouraient, ils y mouraient tous ensemble. Qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, qu'on soit d'origine juive, arabe, nordique ou pas, ça n'avait plus d'importance ici. Vous voyez, il y a eu une forme de convivialité, de vie en commun. Enfin, quand je dis de vie, c'est une vie qui nous a amenés, qui les a amenés eux, à un endroit qui est un peu bizarre, qu'on appelle la tombe. C'était pas des vieux les poilus comme on peut voir sur les images maintenant. Maintenant, quand on regarde des images de la guerre, on se dit « Oh, mais c'était des vieux qui avaient 60 ans, 70 ans, 80... » Et non, c'était tous des jeunes hommes. Alors, moi, ce que je vous dis, raconte ça, c'est pour une histoire qui s'est passée il y a 90 ans. Mais ce que je veux vous dire, et c'est ça le rôle d'être sur un lieu de la mémoire, c'est qu'il y a des lieux dans le monde actuellement où ça se passe. On montre des petits Irakiens avec des jambes en moins, des bras en moins, des choses en moins comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une vieille histoire. C'est une histoire qui, malheureusement, n'a pas servi de leçon pour la sagesse de l'homme. C'est des choses que vous devez avoir dans votre cœur et dans votre tête. C'est-à-dire que vous pouvez demain perdre un grand frère qui a 16-17 ans, dans les mêmes conditions. L'histoire, c'est pas toujours... On n'en tire pas toujours les leçons de sagesse, même nous les grands. Vous voyez ? Années de quête. Je me suis même pas rendu compte de l'accumulation. Pour moi, un objet est intéressant parce que c'est une écriture. Derrière chaque objet, il y a un indice de quelque chose, de la tragédie, du suicide de cette Europe, en fin de compte. Derrière chacun, il y a une perception, il y a une interrogation. Il n'y a pas souvent de réponse, hein, de toute façon. Et vous en avez le 100e, là. Bon, alors certains vont voir l'objet guerrier ou l'objet qui est bizarre, ça c'est une matraque de tranchée. Donc ça, on est particulièrement dans le militaire. L'objet a servi, un homme l'a eu. Bon, j'ai envie de montrer un masque à gaz. Il fallait le porter, ça. 12 heures d'affilée, ou courir, essayer de survivre avec ça. L'enlever, c'était commencer à mourir. C'est pas un grattoir, c'est pour qu'il puisse se torcher le derrière. C'est le papier de l'époque. Ben, derrière cet objet, moi je trouve qu'il y a autant à voir que derrière un fusil, que derrière un casque, ou que derrière l'histoire du militaire, en fin de compte. De leur hache. Non, la vie du type, c'est ça, en fin de compte. Hein. Sous une apparence de petit chemin de campagne tranquille, en fait, c'est un chemin qui, sous sa terre, a du sang, il y a peut-être des armes enfouies. Ça représente un peu ce qu'on ressent, ce qui nous reste de la guerre, en tout cas ma génération,
quelque chose qui est recouvert. C'est vrai que dans les commémorations, on dit qu'il y a un devoir de mémoire. Et donc on fait des grandes manifestations, on voit des vieux grands-pères qui ont l'air fragiles, qui ont l'air tendres, qui peuvent caresser les têtes d'enfants, qui ont peut-être été obligés de tuer. Ça a quelque chose déjà de complètement décalé. Il y a une phrase de Brecht qui m'obsède un peu par rapport à ce devoir de mémoire. Comment participer à la lutte pour ne pas participer à la défaite? Comment participer à la lutte pour ne pas participer à la défaite? Parce que la guerre est devenue une grande fiction, elle est devenue abstraite, elle se passe de l'autre côté de l'écran, elle se passe de l'autre côté de la France, en Irak, en Afghanistan, elle est toujours loin, elle est devenue lointaine. Moi j'ai envie de dire que le devoir de mémoire ne suffit plus. Pour cette conscience de la guerre, qui est de plus en plus abstraite, qui devient une fiction, qu'on voit dans la littérature, qu'on voit dans le cinéma, on a l'impression que ça arrive toujours ailleurs, ça arrive toujours loin. Ce sont les autres qui sont en guerre, le monde est en crise et il y a des guerres qui continuent avec la même violence que la première guerre, 14. Il y a quelque chose du devoir de mémoire qui me semble avoir échoué dans le monde aujourd'hui. La nuit se fait autour de nous. La nuit terrible. Celle où les oiseaux noirs sur les oiseaux du jour jettent l'ombre. Jules Gérard Jourdans. Les journaux ne disent que ce que les autorités veulent que l'on dise. Et quand un article ne convient pas, il est censuré et dans le journal, on a un grand espace blanc censuré. Quand on lit les critiques qu'il y a contre l'état-major, les militaires, les galonnés, dans le Canard enchaîné pendant la Première Guerre mondiale, on se dit qu'il laissait quand même passer pas mal de choses. Les grandes nouvelles arrivent quand même. Les journaux arrivent, non pas peut-être dans les tranchées de première ligne, mais il y a une rotation entre le repos et la tranchée, et les soldats connaissent quand même les grandes nouvelles. Donc ce qui s'est développé massivement, ce sont des petits papillons que l'on collait dans le métro, sur les murs, partout. Si vous étiez pris avec, c'était la prison. C'était pas 50 ans de prison, mais c'était quand même quelques années, bien sûr, de prison. Le contrôle également s'exerce sur la correspondance. Donc les soldats savent que leur courrier peut être lu, mais au bout de quelque temps, ils n'hésitent pas à critiquer, ils n'hésitent pas à dire qu'on les avait obligés à partir à l'assaut et puis qu'ils ont refusé de sortir. Très vite, il y a des désobéissances, il y a des désertions, il y a des refus de monter au front. Notamment en 1914, il y a beaucoup de soldats qui se mutilent volontairement pour échapper au front en pensant qu'on va les ramener à l'arrière. Or, certains n'ont pas été ramenés à l'arrière, mais jugés et parfois exécutés. Donc très vite, les soldats découvrent une guerre qu'ils n'attendaient pas, plus meurtrière, plus difficile. Les suicides, on sait qu'il y en a beaucoup. Il peut y avoir de plusieurs manières. Il va se pendre, il va se tirer une balle dans la tête. Mais il y a un suicide qu'on ne sait pas apprécier, c'est celui qui finalement va se sacrifier, va partir au combat et puis dit j'en ai marre, je me protège pas et qui va se faire tuer. Alors là, combien il y en a, c'est difficile à dire. Je suis née derrière le front, dans une grange, entre les soldats belges, sur un sac à charbon. Je suis élevée dans les ruines. On a eu la trêve ici. C'était gelé, il y avait plus que 20 degrés en dessous de zéro. Les soldats belges commençaient tout doucement à murmurer des chansons de Noël. Et à un moment, l'ennemi et les Belges chantaient en chœur « Minuit chrétien ». Et ils criaient les uns vers les autres s'ils étaient d'accord de cesser le feu. Et à ce moment-là, l'officier allemand arrivait devant la rive de l'Isère, il criait vers les soldats belges, il demandait si l'aumônier belge était présent. On a glissé l'ostensoir sur l'Isère et c'est l'ennemi qui a rendu l'ostensoir dans les mains de l'aumônier belge. L'ostensoir est exposé dans la tour de l'Isère. C'est un musée de la guerre
et un musée de la paix. Vous avez vu les 3 V, vrijheid, verdraagzaamheid en vrede. Paix, tolérance et liberté. Plus jamais de guerre, geen oorlog meer. La paix et encore une fois la paix. Le 25 décembre ici, derrière, il y avait déjà un ballon qui sortait de la ligne des Anglais. Et ils ont demandé de faire un vrai match de foot le lendemain. L'officier commandant les Allemands, lui, il demande d'être l'arbitre. Et donc c'était une équipe des Highlanders, donc des Écossais en kilt, qui ont joué ce match de football ici sur le champ. Et c'est Johannes Niemann, un officier allemand, qui écrit à la maison le lendemain pour dire bon, nous avons gagné 3-2 et pour nos troupes c'était bien clair que c'est vrai que les Écossais ne portent rien en dessous de leur kilt. Et il n'y a personne depuis qui a disputé les résultats, que les Fritz ont gagné. C'est un extrait d'une lettre qu'on a reçue d'un soldat, Frank Ray. Il dit ici, des troupes des 2 côtés sont sorties de leurs trous pour s'étirer les jambes et puis pour fraterniser dans le no man's land entre les tranchées. Une bien agréable situation qui a duré dans notre section environ 10 jours. On a échangé de nombreux souvenirs. Le souvenir le plus apprécié était l'échange d'un pickelhaube, d'un casque allemand, contre du bully beef, du bœuf en conserve. Le lendemain, une voix s'écria « Hier, je t'ai donné mon bonnet contre du bully beef. J'ai une grande inspection demain. Prête-le-moi et je te le rendrai après. » C'est ce qui fut fait et le pacte fut maintenu, scellé par un supplément de bœuf. C'était un geste si humain au milieu d'une guerre que pour eux c'est quelque chose d'inoubliable. C'est le plus important Noël de tout le siècle dans ce domaine. Après les trêves de 14, il y a quand même des réactions dans tous les commandements de toutes les armées. On a des témoignages aussi des essais de trêve de Noël suivants pour dire les Allemands ont commencé à chanter leur cantique de Noël, qu'un bombardement éclate tout d'un coup et détruit toute la compagnie allemande qui est en train de chanter. Donc c'est bien prévu et voulu de vraiment essayer d'arrêter chaque essai d'un trêve. Voilà, alors vous regardez, l'armée française a été dans la vallée, en bas dans les tranchées. Et l'armée allemande, elle était sur le plateau. C'est une barrière naturelle. C'est-à-dire que c'est une fortification, en fin de compte. Vous voyez comme c'est raide à monter. Donc ils devaient traverser tout ce terrain-là qui était plein de boue, plein de barbelés, qui n'étaient pas coupés, pour pouvoir monter là-haut. Et là-haut, il n'y avait plus un arbre pour les protéger. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de morts ici. Pourquoi c'était une forteresse ? C'est parce que ceux qui ont déjà été voir derrière, ils ont vu pourquoi. Qui est-ce qui a été derrière ? Tu as été derrière déjà ? Oui. Qu'est-ce que tu as vu derrière ? Il y a des trous, il y a des gens qui se cachent et tout ça. Il y a des crottes. Il y a des crottes. Et le chemin des dames, il y a des crottes partout. Et toutes les crottes étaient occupées par l'armée allemande. Dans toute la carrière, on retrouve quand même, on retrouve cette peur qui est là et qui plane au-dessus. Vraiment, on la ressent très 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 bien dans les écrits. Si on n'abat pas celui qui est en face vous abattra. Voilà, même ici, on peut voir ces soldats qui comptent les jours sur les parois. Là. Là, voilà aussi quelque chose de très intéressant. La trace française et les traces allemandes cohabitent. Ces soldats se respectent quand même. Ces soldats français ne touchent pas aux inscriptions allemandes qui sont à côté. L'humour fait aussi qu'on peut tenir le coup. Et ben voilà, l'autodérision française, la popote des bois sans soif. La consommation de vin était par soldat de plus de 5 litres, sans compter les alcools forts. Bon, on boit pour tenir le coup, on boit et on fume.
Et sur plusieurs milliers d'inscriptions recensées, il n'y en a qu'une d'un soldat, un soldat américain, qui indique son âge, 20 ans. Et il le précise. Il prend conscience que cette jeunesse va peut-être être perdue. Ici, il y a quelque chose de très curieux aussi, là. Et on voit cet état d'esprit des soldats américains. Alors, on a 6 amis, là, 6 copains, qui laissent leur nom. Et en dessous, ils rajoutent qu'ils reposent en paix. Mais c'est ce qu'on retrouve sur une pierre tombale. Et comme on a la liste des disparus, on ne retrouve que John Dune et Bill Sweeney. Les autres sont rentrés chez eux. Quelle leçon? Je ne sais pas si on peut tirer une leçon, parce qu'en fait, quelques années plus tard, ces soldats-là, tout ce qu'ils auront fait, ça sera pour rien. Et j'ai eu l'exemple lors d'une visite d'une femme déjà d'un certain âge qui me parlait de son père et qui, à l'annonce du second conflit mondial à la TSF, ce papa s'est écroulé en larmes. Et puis, on a l'exemple encore aujourd'hui, et puis on en verra toujours des jeunes se faire tuer. Et je me demande souvent ce que j'aurais pu faire à leur place. Je crois tout simplement que, par facilité, je crois que je serais devenu fou. Je pense que certains sont devenus fous, mais je crois qu'ils l'ont choisi. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. La chanson de la guerre de 14 que mon grand-père, moi, me chantait, c'était la Madelon. La chanson des poilus. Aujourd'hui, pour la plupart des Français, la chanson de la guerre de 14-18 qui symbolise le mieux cette guerre, c'est la chanson de Crâne. Et cette chanson-là, c'est vraiment notre étendard, presque notre drapeau. Presque notre drapeau. Un point de repère, en tout cas. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Au départ, on a une chanson à la mode qui date de 1911, qui s'appelle « Bonsoir Mamour ». Il est arrivé à Bonsoir Mamour, ce qui est arrivé à d'autres grands succès d'avant la guerre de 14, c'est que les poilus ont mis des paroles nouvelles sur la musique. Visiblement, la tonalité, le vocabulaire même des différents couplets n'est pas le même. Donc on peut supposer qu'il y a eu plusieurs auteurs. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Cette chanson-là est certainement née tout doucement. Parce qu'une douleur, ça dure, ça dure. C'est une chanson douloureuse, quoi. Et même pour nous, encore maintenant. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres puritains. C'est pas une chanson, je pense, révolutionnaire, c'est une chanson qui dit le refus de faire la guerre telle qu'on veut la faire, et que c'est maintenant devenu inacceptable. Tous les camarades sont enterrés là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Je me disais, pas très loin d'ici, à 300-400 mètres au-dessus,
Et il y en a quelques-uns qui l'ont chanté, mais sans accordéon, quoi. Et puis l'air ne devait pas être aussi pur, on ne devait pas avoir autant de calme, il ne devait pas avoir... La guerre 14-18, c'est là où on a méprisé au maximum la vie humaine. On les a mis dans la boue, on les a mis dans l'eau, dans le froid, dans la faim, dans l'isolement, dans la solitude, dans la misère, dans la blessure, dans la douleur, à un point qu'on ne mettrait même pas un animal, même si on était féroce. Donc vous allez voir des images qui sont des vieilles images de 80 ans, mais qui pourraient être des images de maintenant. Donc ça va être dur, il y a des images très dures, hein. Je vous demande de ne pas chahuter dedans. Et on a voulu refaire les tranchées. J'espère que vous ne serez pas choqués. Mais d'un autre côté, j'espère que vous serez un petit peu choqués quand même. Hein, parce que je veux que vous emmeniez au moins ces images-là avec vous. Vous n'aurez pas besoin de parler, je vous demande de ne pas parler. De seulement regarder, d'être sensible. Voilà. Regardez le visage. Quand tu ne peux pas te raser, te laver pendant des jours, des semaines et des mois. Regardez les yeux de cet homme. Hein, voilà. Ouais. Il y a la tristesse, oui, il y a même l'angoisse. Hein. D'accord. Voilà. Ici, vous en avez un, pareil pour le départ. Il n'est pas rasé, il n'est pas lavé. Est-ce que c'est un visage d'homme jeune comme aujourd'hui? Non. Non. D'accord? Non, on va les passer après. Hein. Alors là, vous voyez donc un enfant de votre âge. Hein, couper la jambe. Qui a, voilà. Ah, plus de jambe. Il a été lui aussi sacrifié. Hein. Là, les gens qui sont voilà, c'est la tranchée. Hein, vous êtes dedans. Et puis là, non, ils ne dorment pas, ils sont morts malheureusement. Ils sont morts. Hein, ils sont morts tous ces hommes-là. Derrière vous, je vais vous demander de regarder cette image, 1918. Donc c'est ce jeune homme qui a 18 ans, qu'on appelle les fameux gueules cassées. Il a plus de nez. Tu sais, maman, souvent j'ai honte de n'être plus qu'un être immonde, voir dans la glace ma gueule cassée, tout ça pour un obus rouillé. Nous sommes dans le cimetière de Levallois, à proximité du monument qui a été érigé en 1927 et qui est extrêmement intéressant pour nous qui sommes pacifistes parce qu'il représente une femme éplorée vers laquelle se tournent deux soldats. Et puis, élément de la statue particulièrement intéressant, c'est ce jeune homme qui brise son épée. Et ce geste, qui est un geste d'un antimilitarisme incontestable, on le retrouve rarement sur les monuments aux morts. Ce sont des symboles très forts qui indiquent que les sculpteurs ont traduit, je crois, une aspiration populaire pacifiste qui existait au lendemain de la Première Guerre mondiale et qu'ils l'ont traduit dans la pierre, quoi. Et même s'ils sont minoritaires, ces monuments témoignent quand même de ce mouvement profond qui a existé en France au lendemain de la guerre. C'est plutôt pendant la guerre qu'un vrai mouvement pacifiste est né, autour de 1915-1916. Il y a eu une répression très forte du côté français comme du côté allemand. C'est carrément trop dangereux de vraiment s'engager publiquement et ouvertement. C'était plutôt dans la clandestinité ou à l'exil qu'on a pu continuer une propagande pacifiste. Il y avait une sorte de paradis, une île, entre guillemets, la Suisse. On appelait ça le pays des pacifistes. En 1916, il y a eu un groupe d'artistes qui se sont rassemblés contre la guerre. Ce mouvement s'est appelé le mouvement Dada, les dadaïstes. Et ils montraient que la peinture, ça ne servait à rien, la musique servait à rien, puisqu'on tuait. La nécessité de ces artistes au Café Voltaire était capitale parce qu'ils montraient l'horreur, ils montraient la décadence, ils montraient aussi la bêtise humaine. Beaucoup d'artistes sont partis en Suisse pour dire non à la guerre. C'est un non catégorique, non. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Et ça a été pratiquement vrai en 14-18. Hein, où d'un côté Krupp et de l'autre Schneider ont accumulé des fortunes colossales. Et encore, je cite cela, mais il y en avait beaucoup d'autres.
Je suis le grand veilleur, debout, sur la tranchée. C'est triste la beauté du monde que je garde cette nuit. Jean-Pierre Caloche. Vous êtes ici au château de Vincennes, au service historique de l'armée de terre, qui est le service d'archives qui conserve depuis la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle toutes les archives de l'administration militaire en France. Et ce que vous allez trouver ici, ce sont notamment ce qu'on appelle les journaux de marche et opérations, qui sont les documents qui relatent au quotidien la vie des unités. Et là, vous pouvez très bien retrouver la trace de votre grand-père ou de votre ancêtre qui apparaît dans le quotidien de sa participation à la guerre. On ressent ce qu'a été vraiment la vie des tranchées. Et ça, c'est extrêmement émouvant. Qu'importe. Malgré le temps gris, jamais le ciel ne m'a paru plus beau, le paysage plus souriant, l'air plus doux à respirer. Jeudi 31 octobre, 1549e jour de guerre. Certains types de dossiers, comme les dossiers individuels, ne sont communicables que 120 ans après la date de naissance de l'intéressé. Donc beaucoup de combattants de la Première Guerre mondiale ne voient pas encore leur dossier librement communicable. Et d'autre part, les dossiers de justice militaire, qui sont évidemment des fonds extrêmement importants, ne sont communicables que 100 ans après la dernière pièce du dossier. En fait, il faut demander une dérogation qui est accordée en fait, par le cabinet du ministre et qui permet, dans certains cas, d'accéder à ces dossiers qui ne sont pas encore librement communicables. Alors sur l'ensemble, on pense qu'il y a environ 40 000 soldats qui se sont mutinés. On se polarise sur les mutinés qui ont été exécutés, qui sont autour d'une trentaine aujourd'hui, mais il y a tous ceux qui ont été condamnés à des peines autres que l'exécution. Ce qui exclut, et c'est très important, tous les soldats exécutés sommairement pour les mêmes types de motifs, donc désertion, désobéissance, refus de marcher, mais qui ont été exécutés sans jugement. Quelle quantité, quelle qualité de sang et de larmes il faut pour racheter nos misères. Louis de Grandmaison. On va essayer de monter en silence parce qu'il mérite bien ça. On monte tranquillement. C'est un pèlerinage que vous faites. Là, vous faites un pèlerinage. C'est que les soldats, en arrivant ici, ils étaient déjà très très fatigués. Mais on leur avait promis la bataille du chemin des dames, on va rompre le front ennemi, c'est fini, ça va être la fin de la guerre. Dans 2-3 jours, dans 8 jours au plus tard, c'est la fin de la guerre. Les gars, ça faisait 3 ans qu'ils attendaient ça, 3 ans qu'ils souffraient. Donc quand ils sont arrivés ici, ils avaient déjà 5-6 kilos de terre aux pieds. Donc ils avaient 20 kilos sur le dos, leur fusil, et ils arrivaient déjà plus à avancer tellement la terre collait. Et il fallait qu'ils montent là-haut. Et là-haut, il y avait des mitrailleuses. Alors il n'y avait plus de végétation. Ils ont mis 22 jours de la position où ils sont partis où on était ce matin, pour arriver tout en haut où on va arriver tout à l'heure. 22 jours. Et on leur avait promis 2 jours. Et le 10 mai, on leur a dit, stop, on arrête l'attaque. Ça faisait 25 jours qu'ils se battaient comme des lions pour prendre le plateau. Vous ne croyez pas qu'on aurait pu leur dire plus tôt? Voilà. Et voilà. Et ça a causé un moment de révolte chez le poilu. Parce qu'ils avaient sacrifié leurs copains, ils avaient fait le don de leur vie même. On perdait 100 copains à la minute pour prendre le plateau. Vous imaginez ce que ça fait? Ça veut dire qu'ici, on est une vingtaine, 25. Eh bien, 25, 100 copains à la minute, on n'aurait pas tenu longtemps. En 15 secondes, on n'était plus là, ni les uns ni les autres. 15 secondes de combat, il n'y avait plus personne. Ah, vous nous attendez là. Allez, plus. Donne la main, Émilie. Et j'ai eu un témoignage d'un soldat qui s'appelait son prénom Julien, qui m'a raconté son témoignage, il avait 104 ans. Mais il dit, petit, qui dit, chez toi, il y avait tellement de morts. La terre, elle était bleue de bonhommes. Et quand on montait à l'assaut, on courait sur les bonhommes. Vous imaginez ce que c'est? Il dit, chez toi, la terre, elle était bleue de bonhommes. Et il pleurait, grand-père. Vous voyez? Et là, les soldats, ils ont dit, non, on n'obéit plus. Mais on ne veut plus monter. Et c'est ce qu'on a appelé le mouvement de révolte qui s'est passé au mois d'avril, mai 1917. Après avoir fait tous ces efforts-là, on les a passés en procès. Et on les a condamnés. Et certains d'entre eux, ce qu'on en a fait quoi? On les a fusillés. Ces prétendus mutins, en fait, exprimaient le refus de la guerre. Et nous combattons pour la réhabilitation de leur mémoire. Non pas seulement, comme on l'a dit, la réintégration dans la mémoire collective, mais leur véritable réhabilitation, c'est-à-dire qu'ils deviennent, je dirais que leur souvenir soit plein, entier, et qu'on puisse leur rendre hommage, parce qu'ils le méritent.
ne sont pas des pacifistes, ce sont des soldats qui en ont marre de la guerre, ce qui est tout à fait différent. Au début des mutineries, on ne parle pas d'arrêter de la guerre. On n'a pas eu notre permission. Ils ont un droit de permission d'une semaine tous les 4 mois. Le commandement ne l'a pas respecté. Donc pour eux, c'est un droit incontournable. Dire les mutins, c'est des pauvres gars qui n'en peuvent plus, qui sont crevés, ce qui est vrai. Qui n'ont pas assez à manger, dont les permissions sont insuffisantes, c'est tout à fait vrai. Mais je pense que c'est les diminuer et qu'il faut leur restituer une dimension politique. C'est des acteurs politiques, ils agissent. Hein. On va convaincre l'unité d'à côté, on prend la parole devant ses copains, pour dire parfois des choses d'ailleurs variées. Donc il y a bien une action politique, mais qui n'est pas une action pacifiste et révolutionnaire, même si elle peut emprunter les symboles qui sont ceux de la Révolution ou de l'extrême gauche de l'époque. Et après la guerre, quand on a commencé à regrouper les tombes et créer les grandes métropoles nationales, on se désintéresse de ces corps de soldats qui n'ont pas droit à la mention mort pour la France. Ce sont des oubliés, oui, tout à fait, oubliés de l'histoire. Nous sommes ici à la ferme du Fétet, à Ventelet, où a été fusillé le 12 juin 1917 à l'aube le caporal Dauphin. Il va s'illustrer donc avec son bataillon dans les Vosges en 1915. Il va obtenir d'ailleurs la Croix de guerre avec Palme. Le 2 juin 1917, au cantonnement de Beuvarde, il y a une révolte interne, donc principalement à la 7e compagnie, où est le caporal Dauphin, une révolte assez violente contre l'autorité militaire. Ce qu'on sait, qui sont évidemment sous, qui tiennent des propos litigieux pour l'époque, notamment à bas la guerre, à bas la calotte, vive la Russie, et que le calme ne reviendra simplement vers 3 heures du matin. Les documents concernant le caporal Dauphin ne seront ouverts que 100 ans après son procès, c'est-à-dire 2017. On a simplement le témoignage de l'aumônier qui a assisté à l'exécution. Donc, ce qui a été cause de la sévérité de la peine du caporal Dauphin, ce sont ses galons. Il était le seul gradé parmi les hommes qui ont manqué gravement à la discipline. Et au lieu de s'efforcer de les arrêter, il les a, paraît-il, excités. Quand je lui ai demandé comment il avait pu se laisser aller à cela, il n'a pu me répondre que 2 choses. J'avais bu, et puis on nous avait monté la tête. Sa grande préoccupation et sa grande douleur a été la pensée de sa femme et de son enfant. Depuis son réveil jusqu'au poteau d'exécution, il n'a cessé de tenir leur photographie devant ses yeux, et souvent il la portait à ses lèvres. C'est pas un déserteur, c'est pas quelqu'un qui abandonne les lignes, c'est quelqu'un de courageux et qui malheureusement va payer le prix fort. C'est vrai que j'étais ému par l'histoire des familles, comment la veuve du caporal a pu survivre après. Je pense aux familles des fusillés, puisque pour beaucoup ils étaient soumis et montraient à la vindicte populaire. Il y a eu des grandes grèves en 1917 et en 1918, notamment dans les usines de guerre. Ces mouvements ne sont pas effectivement seulement économiques, même s'il y a cette volonté de rattraper la baisse de salaire qui avait commencé en 1914. Et notamment, certaines des grèves sont clairement des gestes pacifiques. Les femmes ont conduit des grèves, en ont tout à fait exceptionnelles pendant la guerre de 14. Elles ont été extrêmement actives socialement. Elles ont participé à certaines manifestations pacifistes, surtout les femmes des usines de guerre, plus que les autres. Il y a vraiment eu un geste pour la paix. Donc ça, c'est un point très fort, et on le retrouve dans beaucoup de régions en France, chez les ouvriers, dans d'autres régions, des mouvements où on a voulu exprimer la paix, le désir de paix. Mais dès qu'il y a offensive allemande, encore en 1918, la deuxième offensive allemande qui est lancée, toutes les grèves s'arrêtent. On ne peut pas penser que les gens sont soit pacifistes, soit patriotes et défensifs. Ils sont et pacifistes et patriotiques. Il y a aussi des soldats qui souhaitent que, à l'arrière, on cesse de produire. Ainsi, si on cesse de produire, il n'y aura plus de ressources pour la guerre s'arrêtera. Et ça, c'est quand même très subversif comme discours. Pour ceux de l'avant, ceux de l'arrière sont des privilégiés. La mort sépare l'avant de l'arrière.
20 600 étudiants qui sont enterrés ici. Pourquoi? Tous ces jeunes qui ont donné leur vie. C'est normal que le père, il regarde et qu'il se demande pourquoi. L'homme ne pleure pas, mais il se révolte. N'est-ce pas? Vous voyez la figure, l'expression, les mains qui gonflent. Il regarde vers le tombeau de son fils et il demande pourquoi. Il n'accepte pas. La maman, elle a beaucoup de chagrin, elle est inclinée, elle est pliée sous son chagrin. Vous le voyez? Elle n'est pas en pierre. Elle a un cœur qui souffre. Qui a réalisé ces sculptures? Käthe Kollwitz, une artiste d'origine de Berlin. Son fils est déjà décédé au début de la guerre. Avec son chagrin, elle a dessiné pendant toute la guerre pour faire un statue ou quelque chose pour mettre sur le tombeau de son fils. Et naturellement, c'était une grande accusation contre la guerre. Elle a été pourchassée par les nazis et surtout Hitler et Goebbels. C'est très émouvant. Le chagrin, ça reste pour le reste de la vie. Un voile noir, une tombe sur le cœur, la tristesse m'envahit tout entier. Je m'assois, la tête dans les mains. Ma compagnie a perdu l'un des siens. Un peu de moi-même est mort. Raymond Tabournel. Lorsque je dessine un décor de tranchée, par exemple, avec ces espèces de queues de cochon là, auxquelles on accrochait les barbelés, j'ai l'odeur. J'ai l'impression d'avoir l'odeur dans les narines. La boue, le cadavre qui est pris dans les barbelés un petit peu plus loin, j'ai l'impression de percevoir tout ça. C'est très fugitif. La guerre est-elle représentable dans son concept? Bien sûr que non. Les sources d'approvisionnement d'images sont considérables. Chaque poilu envoie dans des petites enveloppes des images à sa famille. Alors qu'aujourd'hui, dans certains conflits contemporains, on a vu qu'effectivement, les autorités militaires pouvaient pratiquement faire un blackout complet et promener les journalistes sur leur char là où ils voulaient bien. Ce n'est pas possible en 1914. On n'a jamais autant produit d'images. Pour l'essentiel, ce sont des carnets de croquis avec un crayon, voire des crayons de couleur. Et on dessine dans le creux de la main ce qu'on voit autour de soi, les copains de tranchée, la popote, les barbelés, etc., etc. Le plus émouvant dans ces images, c'est peut-être effectivement ce sens du devoir. On sent que c'est quand même des valeurs, non pas surannées, je crois pas, mais quand même qui s'éloignent. C'est ma grand-mère qui me racontait ce qui lui était arrivé. J'en ai jamais parlé avec lui. Mais ce qu'elle me restituait me terrorisait complètement. Le grand-père en question était de corvée, de soupe, de vin, de pain, et en regagnant la tranchée, une attaque, et il se jette sur le sol, et me dit-elle, il tombe les deux mains dans le ventre d'un mort. Et alors ça, c'était des images effroyables. Je n'ai jamais parlé avec ce grand-père. La question qui me posait problème, c'était de savoir si éventuellement il avait tué des gens. Parce que ça ne cadrait pas avec ce personnage. Bon, il est mort sans que je n'ai eu le temps de lui poser ces questions. C'était un poète qui est mort sur le front, en 17, sur le chemin des dames, là-haut. On sent pas le décalage du temps, bon, il y a 80 ans, 90 ans, on sent pas ça. Il est là, quoi, tout jeune,
en train d'écrire, puis il n'est plus là. Et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Souvenir. Ils l'ont pris au bord du chemin, dans un fossé, tombe entr'ouverte. Son corps n'avait plus rien d'humain. D'un geste banal de la main, car un mort n'est pas une perte, ils l'ont pris au bord du chemin, sans un ave, sans un amen. Mis sur la toile découverte, son corps n'avait plus rien d'humain. Un cinquième, son vieux copain, portait sa tête, jaune et verte. Ils l'ont pris au bord du chemin. Vauquois, 1915. C'est comme des lettres qu'on aurait retrouvées, ça, en fait. Il y a des lettres qui sont bouleversantes. Hein, t'as des photographies qui sont bouleversantes, prises comme ça. C'est pas, il n'y a pas de décor. C'est juste, c'est ça, quoi. C'est tout, on ne peut pas dire autrement, quoi. Il est là en train de dire, quoi. Et puis en train de crever, quoi. Comme tous, comme la boucherie qu'il y a eu. Pendant la guerre, c'était l'atrocité. Et après la guerre, c'était le froid, la nouvelle objectivité. Tout est devenu froid. Le sentiment avait totalement disparu. L'émotion avait totalement disparu. Si on peignait un arbre, c'était un arbre où il n'y avait même plus de fleurs. Et en même temps, c'était un désastre. C'était le retour à l'ordre. C'est là qu'un 8 juillet 1962, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer sont venus. A priori, de Gaulle et Adenauer n'ont pas mentionné ce fait dans leur biographie ou dans leur mémoire. Le programme officiel de la rencontre n'était pas prévu comme ceci. Hein. Il faut se rappeler que Konrad Adenauer et Charles de Gaulle s'étaient rencontrés à Reims. Et au cours donc de la visite, le président allemand Konrad Adenauer a désiré changer un petit peu le programme. Ici, à Cerny-en-Laonnois, est enterré un soldat allemand qui était un ami de la famille des Adenauer. Et il a voulu absolument venir ici à Cerny-en-Laonnois pour planter un cyprès. C'est celui-là, hein, en plein centre, en plus du cimetière. C'est ça qui apporte une symbolique incroyable et terrible aussi à la fois. Il ne faut pas oublier que dans une zone comme Verdun, qui était une zone rouge après la guerre, on a mis des arbres partout parce que les racines des arbres bloquaient ce qui pouvait sortir du sol. Et ici, peut-être que les racines de ce cyprès empêchent la haine de sortir du sol aussi. Hein. Et l'arbre, le vert qu'on a au-dessus, c'est peut-être simplement que de l'amitié. Hein. C'est tout, et de l'amour, simplement, entre les hommes. Des journaux en France et à l'international ont demandé à plusieurs photographes quels étaient leurs thèmes pour le nouveau millénaire. Et donc j'ai été à la rencontre des prix Nobel de la paix. L'ONU fait de son mieux, mais c'est un organisme où l'on doit faire des concessions. Et les concessions ne sont pas toujours bonnes pour la paix, mais je ne crois pas que ça tient à des organismes. Je pense que ça tient aux hommes et que là, on rentre dans un vaste débat. Je ne sais pas, je rencontre des hommes et des femmes de paix en tant que grain de sable, si vous voulez. Mais quant à empêcher la marée d'aller au-delà de ce qu'elle devrait aller, ça c'est du domaine de l'utopie, mais il faut croire en l'utopie. Quand on emploie le mot paix, en fait, me vient à l'idée l'arme qui tue en temps de paix. C'est les mines antipersonnelles et je pense plutôt aux civils mutilés qu'à la paix. Enfin, je pense au contraire de la paix. Il y a une très jolie phrase d'un monsieur qui s'appelle Tristan Bernard et qui dit « Il y a des risques de paix, mais nous ne sommes pas prêts ». Même si c'est un musée qui ne parle que de la guerre, on nous dénomme parfois un musée de la paix. Et on peut se demander si cette guerre ne représente pas toutes les guerres. Depuis, on a connu plus de 100 grands conflits
armée avec plus de 10 000 morts à chaque fois. Il me semble qu'effectivement, une des questions qui fait problème quand on milite pour la mémoire, par exemple des fusillés, ou quand on veut défendre celle de la Grande Guerre, les horreurs qui se sont déroulées, c'est effectivement que tout cet engagement, finalement, soit une forme de fuite du présent, puisqu'on sait parfaitement tous quelles sont les horreurs des guerres présentes. Et donc peut-être qu'en se polarisant par trop sur le passé, c'est un moyen d'éviter un engagement idéologique ou un engagement politique dans les horreurs du présent. Avec la pauvreté ouais, quand même 70% du monde, il y a des raisons pour se massacrer à volonté, pour ouais, certainement encore pas mal d'années. La paix, on en parle quand c'est dans son pays, c'est-à-dire quand on préserve l'économie, quand on préserve son confort, quand finalement on peut assister au spectacle de la guerre tout en sachant que c'est un spectacle. Quand on réfléchit sur la guerre, on s'aperçoit que ça a été un véritable crime et que les dirigeants de 1914 ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Or, quand on dirige de grands pays industriels, puissants, extrêmement armés, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Ce qui me fait réfléchir le plus, c'est quand je trouve un corps. Quand je retrouve un corps, j'en ai retrouvé un il y a 4 ou 5 ans ici derrière. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrive plus à l'extraire du sol. Vous voyez, il est dans le sol, la nature l'a repris et elle ne nous le rendra plus. Le dernier que j'ai trouvé, il avait des bottes, il avait son masque à gaz, mais lui, on n'a pas pu le sortir du sol. La nature, elle digère tout. La seule chose qu'elle ne digère pas, c'est ce qui est indigérable, c'est-à-dire les armes. Et ça va peut-être durer encore 600 ou 700 ans. Donc la guerre 14-18, c'est pas encore fini. « 14-18, en détruisant tout, a malgré tout créé une richesse. De toute façon, sans sensibilité, sans émotion, on peut pas apprécier l'histoire de la guerre 14-18, à mon avis. Je pense que les retransmetteurs de mémoire, comme on essaie d'être, c'est justement d'y mettre un peu plus de cœur que de raison. Parce que rien qu'avec la raison, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas être fidèle.